et bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne jusqu'à 1h du matin pour ces 2 heures de direct. Vous le savez, dans cette émission, on échange sur ce qui nous pose problème et nous rend parfois la vie difficile. Nous parlons de nos fragilités. Et j'avais envie ce soir de revenir sur ce thème de la fragilité qui est au cœur de la libre antenne. Car l'accès à la fragilité nous est souvent interdit dès l'enfance, que ce soit quand on tombe, quand on se fait mal, lors de la séparation avec un parent ou de la perte d'un animal domestique. Les sensations comme les sentiments qui ont trait sont souvent niés. On dit « pleure pas, ça va passer ». Pouvoir à nouveau montrer sa vulnérabilité va passer par les reconnaître à nouveau. Une fois adulte, il va falloir réapprendre à se sentir plus faible, c'est-à-dire moins performant qu'à de rupture amoureuse, de deuil aussi ou de maladie si elle se déclare. Parce que nier l'impact de certains événements peut nous affaiblir durablement, alors que le partager va créer du lien, voire inciter l'autre à vous soutenir et donc à recouvrer nos forces. Il est courant pourtant aujourd'hui de s'appuyer sur le savoir pour nous protéger de tout ressenti qui fragilise, alors qu'il suffit parfois de faire l'expérience de notre vérité pour se rendre compte qu'au final, nous sommes tous logés à la même enseigne, quel que soit notre statut social. Alors ici, justement, nous faisons cette expérience, celle d'être un être fragile qui demande à rentrer dans un autre monde, celui de la relation, de la parole, de l'alliance, et d'être reconnu pour ce qu'il est et non ce qu'il croit qu'il devrait être. Il y a un joli proverbe, une jolie phrase de Lao Tse que j'aime bien qui dit « Dureté et rigidité sont compagnons de la mort, fragilité et souplesse sont compagnons de la vie ». Alors ici à l'antenne d'Europe 1, bienvenue à vos fragilités. Et pour en parler, je vous propose de nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir avec bienveillance par Assiba et Valentin. Et c'est Philippe Chartier qui veille au bon déroulement de cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Mais malheureusement, nous avons encore ce soir un problème avec les mails. Donc pas de mails sur le site europe1.fr. Préférez plutôt les textos. Voilà, j'attends vos appels au 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Et nous accueillons Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, bonsoir. Je voulais remercier toutes les de votre équipe de m'avoir rappelé. Voilà. Oui. Bon, voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu, je vous avais appelé il y a un peu plus d'1 an. Oui. Que je venais de perdre mon compagnon. Oui. Et puis, je suis toujours dans la solitude. Voilà. J'ai un fils qui va bientôt sur 22 ans, mais bon, qui est jamais à la maison, qui est tout le temps parti à droite, à gauche, qui me laisse toujours toute seule. Voilà. Donc, je suis vraiment dans une solitude complète. Voilà. Vous avez un fils, c'est ça, Oui, Cathy ? un fils, Oui. ouais. C'est-à-dire que 22 ans, c'est l'âge où on commence à sortir du nid, à faire l'apprentissage d'une vie ailleurs. Et donc, c'est vrai que malheureusement, les problèmes de maman ou la vie de maman, c'est pas forcément son souci. Vous voyez, à 22 ans, c'est pas qui vous délaisse ou qui vous rejette, mais voilà, ça fait partie de l'âge auquel on souhaite prendre son envol. Donc, pour vous, c'est normal que ce soit une situation où vous vous sentiez très seul. Oui. Et vous avez, je sais pas, de la famille ou des amis ? De la famille, j'ai des frères, mais bon, je les vois très rarement. Et puis, bon, je suis un peu coupée par eux aussi, parce que ils n'ont pas été là quand j'ai perdu mon compagnon. Oui. Donc voilà. Et Cathy, suite au décès de votre compagnon, depuis, c'est ça fait 1 an, un peu plus d'1 an. 14 mai exactement. Oui. 2011. Oui, mais vous savez, un deuil, c'est un processus très long et très douloureux. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des choses que vous ne faisiez pas, vous voyez, avant avec lui, que quelquefois ça arrive après un deuil d'un compagnon qu'on se mette dans des activités, vous voyez, qu'on pouvait pas faire à deux, puis qu'on découvre, qu'on avait envie de faire. Les activités sont assez limitées parce que je suis handicapée de jambes. Donc voilà, j'aimais beaucoup faire de la marche et tout, donc maintenant je ne peux plus faire vraiment. Je marche 10 minutes à quart d'heure, je suis obligée de m'asseoir. Donc du fait j'ai plus de travail non plus. Donc voilà, je suis toujours toute seule, voilà. J'ai une amie là avec qui je suis, mais bon, je m'ennuie chez elle. Voilà. Oui. Je devrais dire, mais voilà.
Ouais, et avoir des centres d'intérêt, vous voyez, un peu plus intellectuels ou culturels, s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on aimerait découvrir, voilà. Ouais, mais bon, voilà. Oui, vous n'avez pas le moral pour ça, Cathy, non, en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. Oui, je sais, il faut un peu d'énergie pour ça. Oui, voilà, tout à fait. Oui, je comprends. Mais vous savez, c'est long à passer les étapes d'un deuil et souvent l'étape qu'on dit de la tristesse est une des étapes les plus longues quelquefois. Alors, il faut pas non plus rester trop dedans. Quelquefois, ça demande un petit peu, on va dire, de discipline au sens asiatique du terme, c'est-à-dire en français, on pourrait dire se donner un coup de pied dans les fesses un peu plus vulgairement, mais vous voyez, quelquefois, ça peut être de se forcer ou de se pousser, parce que sinon, on est vite entraîné dans une spirale de tristesse, de dépression. Je fais bien des sorties. Oui. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des lotos, vous savez. Dans les salles, des trucs comme ça, là. Donc, j'en fais pas mal. Et voilà, je rencontre bien des gens, mais bon, ça va sans plus. Ouais, voilà. Ouais, c'est que l'autre, vous êtes un peu déprimé, en fait, Cathy, ça vous intéresse pas. Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Bah oui, mais ça se comprend quand on perd ses repères, on perd son ancienne vie. Et est-ce que par exemple, ça vous ferait peut-être du bien d'aller parler à un thérapeute ou à quelqu'un, vous voyez, un peu déposer votre fardeau si vous vous sentez un peu déprimé. Oui, j'y ai pensé, mais le problème là, c'est comme ils sont la plupart, moi sur ma région, ils sont plus ou moins tous partis en France. Ah oui. Faut que j'attende le mois de septembre. Oui, voilà. C'est un peu dur là le mois d'août à passer. Oui. Alors les livres, quelquefois, moi je trouve que ce sont des bons compagnons qui nous sortent un peu de notre tristesse ou de notre torpeur. J'ai même pas envie de lire. Ah oui. Rien du tout, il n'y a pas une histoire, quelque chose ou un film, vous voyez. Bah si, je regarde beaucoup la télé, voilà. Oui, mais la télé, bon, c'est des émissions, mais vous voyez plutôt des DVD, des films, parce que ça entraîne dans l'imaginaire, ça touche des émotions, les films, c'est pas comme la télé, vous voyez. Bon, parce que la télé, je sais pas, mais... J'aime beaucoup les jeux. Ah oui, d'accord. Voilà, il y avait l'euro million, là, j'ai vu ce soir aux infos, il fallait jouer. Non, je vous taquine. Je sais pas, c'est quelqu'un gagné, j'en sais rien. Je sais, voilà. J'ai oublié de jouer. Ouais, parce que j'ai vu que c'était la plus grosse cagnotte, qu'on avait atteint le plafond, c'est ça, 190 millions. Bah oui, mais bon, voilà. Gagner comme ça, peut-être la semaine prochaine, vendredi, je gagnerai. Oui. Oh, je sais pas, vous savez, si c'est ça qui rend vraiment la vie plus heureuse et qui nous sort de nos... Son argent, je pense pas que c'est ça qui rendrait plus... Non, je crois pas, Cathy. Non, je crois que vous savez, sinon il faut peut-être, soit prendre votre tristesse à bras le corps, soit vous laisser un petit peu encore plus plonger dedans pour pouvoir mieux remonter. C'est un peu comme la piscine. Quelquefois, il faut toucher le fond pour arriver à remonter. Alors peut-être que vous êtes entre deux eaux là, non? Il y a des fois, je touche le fond, j'ai presque des fois des envies de suicide. Hein, donc voilà. Ah ouais. Oh, il faut pas que vous restiez seul comme ça. Et votre amie avec qui vous vous ennuyez un peu, mais est-ce que malgré tout vous pouvez parler un peu avec elle? Non, pas vraiment, parce qu'il y a tout le temps du monde chez elle et tout. Donc voilà, je suis un petit peu... je peux pas vraiment parler. Et puis bon, elle le connaissait bien en plus, son mari, puisqu'elle l'avait vu plusieurs fois et tout. Bon, on était même mieux à l'enterrement et tout. On n'a pas lâché. Oui. Ah, c'est bien ça, c'est chouette. Je vous entends pas bien, Cathy. Il faut parler dans le combiné parce que je me sens vraiment seule. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'entends bien. Mais s'il y a justement du monde chez elle qui passe, quelquefois on se sent seul, entouré de plein de gens. On se sent seul à l'intérieur de soi. Ouais, mais moi j'aime pas trop raconter. Non. Des gens que toi, je préfère passer par l'antenne parce que bon, voilà, je vois pas la personne en face. Oui, bien sûr, Cathy. Non, mais pour sortir de sa solitude, quelquefois, c'est s'intéresser un peu à qui est l'autre et comme ça, on s'oublie un peu soi. Vous voyez, on oublie un peu ses soucis et puis comme ça, on essaye d'aller un peu vers l'autre et puis quelquefois, ça aide bien à sortir de ses problèmes. Oui, c'est vrai maintenant. Ouais. Alors c'est vrai, encore une fois, on va se dire ensemble, il faut un peu d'énergie, mais quelquefois on peut pas non plus attendre que l'énergie arrive, il faut aller la chercher. Oui, tout à fait, oui.
Ouais, il faut que je me reprenne en main, voilà. Un petit peu, mais doucement, mais voyez quelquefois se dire, bon, allez, je secoue. Vous savez, un peu comme un oiseau qui secoue ses plumes, là. Hein, vous secouez un peu votre tristesse ou votre, un peu votre douleur, tout ce qui est un peu lourd à porter, puis vous dites, allez, hop, je vais aller parler un peu avec cette personne, ou je vais un peu m'intéresser à autre chose, ou je vais cuisiner avec mon ami un bon petit plat, enfin, je sais pas, vous voyez, inventer un petit quelque chose qui vous ferait du bien, par exemple. Oui, c'est bien. Il faut que vous trouviez des petites choses pour vous faire du bien, la Cathy. En attendant la rentrée de septembre, pas rester là-dedans. Hein. Ouais. Ah, il y a un auditeur qui demande est-ce que vous visitez des musées? Oui, mais vous avez dit que vous aviez du mal à marcher, donc c'est peut-être. Oui, c'est pas évident. Oui, je vous entends plus très bien, Cathy. Vous êtes très loin là, tout d'un coup. Avant, j'habitais Paris, donc tous les musées, je les connais. Hein. Oui, vous les connaissez. Alors, il y a Sylvie qui dit, moi j'ai un animal et cela m'aide énormément, c'est une compagnie énorme et on n'en parle jamais. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais une petite chatte. On vous entend pas, Cathy. Cathy, vous devez bouger avec votre téléphone parce qu'on vous perd par moment. J'ai dit que j'avais une petite chatte. Non, on vous entend plus, Cathy, du tout. Oui, ça y est, on vous réentend. Il faut peut-être. J'avais une petite chatte, mais elle s'est fait écraser. Voilà. Elle s'est fait écraser. Ouais. Oui. Peut-être reprendre un animal alors. Oui, voilà, c'est vrai. Cathy, on va être obligé de vous quitter parce qu'on vous entend plus, on vous a perdu à l'antenne. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et puis comme vous avez dit un peu en riant, voilà, peut-être un peu se secouer, pensez à l'oiseau et secouer vos plumes. Bon courage, Cathy, bon courage à vous. Sophie Peeters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Puis Cathy, si vous nous entendez encore, il y a des réactions qui arrivent pour vous. Il y a Jean-Luc qui vous dit essayez de contacter des associations qui vous sortiront de l'ennui et apaiser votre douleur. Courage, amitié, Jean-Luc. Et puis Olga qui partage avec vous, Cathy, la même situation et douleur et tristesse. Elle a perdu son mari en septembre, voilà, et après elle a perdu son travail et voilà. Et elle dit que oui, c'est très très difficile. Elle se sent aussi très seule, très loin de sa fille également. Et elle s'est mise à la peinture, mais c'est un deuil très long, reconnaît Olga. Voilà, Cathy. Donc on vous souhaite encore une fois beaucoup de courage. Toutes vos confidences au 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Voilà, je voudrais vous parler d'une situation extrêmement conflictuelle avec la mère de ma fille depuis 3 ans. Je vous explique rapidement. J'ai 2 filles, une de 24 ans et une de 11 ans. Oui. Avec la même maman. On s'est séparés avant la naissance de la dernière. Oui. Jusqu'à il y a 3 ans, ça se passait bien. On habitait dans le même immeuble, bon, pas dans le même appartement, mais dans le même immeuble. Donc pour élever votre fille. Oui, voilà, oui. Absolument, oui. Pour voir les enfants, c'était la situation. Et vous étiez séparés d'un commun accord Alors c'est moi. On n'était pas mariés, mais c'est moi qui suis parti parce que pour assumer une sexualité qui était plus la mienne en fait. D'accord. Voilà. Donc tout se passait extrêmement bien. On passait les Noëls ensemble, les anniversaires ensemble. Enfin voilà, c'est la petite venait chez moi, je passais les voir après le travail. Enfin, voilà. J'allais lui lire une histoire dans son lit le soir. Enfin voilà, tout se passait très 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 c'est bien. Vous aviez trouvé donc une vie qui convenait. Voilà. Bon, visiblement certaines personnes trouvaient ça un petit peu surréaliste parce que d'habiter dans le même immeuble. Enfin bon. Pour élever les enfants, c'est bien, oui. Non voilà. Et jusqu'à 3 ans où elle a rencontré quelqu'un par le biais d'un site de rencontre. Oui. Et là, ça a été la descente aux enfers pour ce qui me concerne. Oui. Oui, dites-nous. Disons que
Son compagnon. Alors, je ne connais pas ce monsieur. Vous habitez toujours dans le même immeuble? Non. Oui. Non. Ouais. Alors, maintenant, non. Alors, le problème, c'est qu'elle est partie il y a 1 an. Ah voilà, elle a rencontré son compagnon. Après, elle est partie avec lui, c'est ça, vivre ailleurs? Alors, moi, j'avais une garde partagée. Ouais, du mardi soir au jeudi matin toutes les semaines et un week-end sur 2. Ouais. Donc c'était très bien. Mmh. Un vrai suivi de l'enfant. Enfin, c'était, et elle est partie sans me prévenir. J'ai été informé par lettre commandée qu'à partir de telle date, la nouvelle adresse de ma fille serait... voilà. Donc, plus de possibilité d'exercer mon... Parce qu'elle est partie à 100 km. Ah oui, sans vous prévenir, alors que vous voyez très régulièrement, enfin... j'avais mon droit de... Voilà, sans prévenir. Inscription dans une école privée sans m'en prévenir non plus. Sans me prévenir non plus. Ouais. Voilà, donc j'ai été un petit peu désarçonné par rapport à ça. Je suis allé voir un avocat. Oui. Qui m'a dit n'importe comment, c'est même pas la peine d'entamer une procédure parce que vous perdrez systématiquement les juges accordant prioritairement le droit à la maman. Oui. Donc, alors j'ai essayé de discuter avec elle, mais aucun dialogue. Hein. Aucun dialogue depuis. Mais comment vous expliquez, enfin comment ça s'explique vous avez demandé bien sûr à essayer de comprendre ce qui se passait, j'imagine. Elle, son nouveau compagnon, j'ai su ça par ma fille, n'aime pas la ville dans laquelle on habitait. Oui. Il habite dans une ville donc à 100 km. Lui a aussi 2 enfants. Dont il a la garde alternée. Donc lui, visiblement, ne voulait pas trouver de compromis pour pouvoir trouver un arrangement pour tout le monde. Lui décrété que ce serait elle qui bougerait, qui emmènerait tout le monde. Enfin bon, ça s'est fait sans que je sois au courant. Mmh. Voilà, donc situation très conflictuelle. Et la dernière chose qui vient d'arriver samedi, parce que j'ai eu ma fille pendant 1 mois. Voilà, c'est ça que j'allais juste vous demander. Vous continuez à avoir votre fille quand même? Enfin, 100 km, pas toutes les semaines, j'imagine. Ah, tous les 15 jours. Ouais, d'accord. Tous les 15 jours. Pour elle, c'est un gros changement. Votre fille, ça va? Ouais. Bon, disons que la petite, elle est dans le... C'est violent pour elle. Ouais. Elle déteste le conflit. Oui, ça se comprend, oui. Donc, quand je questionne Ah oui, elle a peur. Elle a peur que ça envenime, oui. Et elle veut pas prendre position. Enfin, c'est normal. Elle est hypersensible. Enfin, voilà. Oui. Donc, Et samedi, oui. Alors, samedi, je l'ai ramenée... Alors, il faut savoir que la première fois, il y a 1 an, donc elle est partie il y a 1 an. Hein. Mmh. Quand je l'ai ramenée pour la première fois, parce que ça se passe, la passation, j'appelle ça la passation, ça se passe sur un parking. Hein. Alors qu'avant, on allait... vous descendiez l'escalier, quoi. Enfin, le montait, Et puis on buvait un café, on buvait un verre, enfin... Des choses qu'on va dire... Enfin voilà. Et ce personnage était là sur le parking la première fois que je l'ai ramené suite à son départ et m'a agressé verbalement et m'a menacé. Enfin, j'ai rien compris du tout à ce qui se passait. Enfin, donc en rentrant, je dis faut pas que je laisse passer ça parce que devant Léa, j'ai trouvé que ça pouvait être extrêmement traumatisant pour elle de voir son papa se faire invectivé et provoqué par ce personnage. Mais qu'est-ce qui vous... Enfin, il vous a insulté au nom de quoi? Il s'est énervé contre vous comme ça? Ouais, comme ça, oui. Ouais. Sans raison, donc je lui ai dit que son rôle, c'était une histoire entre moi et sa mère et ma fille, que lui avait rien à voir là-dedans, donc moi je suis resté j'ai parlé de façon très calme et voilà, donc c'est parti. Donc chacun est parti de son côté. Mmh. Voilà, donc c'était il y a 1 an, et puis ensuite se sont enchaînés des lettres commandées, comme quoi je m'occupais pas de ma fille, que mes fréquentations n'étaient pas bonnes, etc. Et samedi. Oui. Alors il faut dire que pendant les vacances, Léa m'a avoué un truc, c'est que
Sa mère, une soirée donc chez son compagnon, lui a demandé un soir, au cours d'une soirée, de l'aider à porter son compagnon qui était ivre-mort. Donc voilà, donc j'ai écrit à sa maman pour lui dire que ça c'était des choses que en privé il pouvait faire ce qu'il voulait, mais en présence de Léa c'était des choses que je pouvais pas tolérer, quoi. Et samedi j'ai reçu un mail comme quoi j'étais un donneur de leçons et ils m'ont envoyé un fichier avec ce mail. Alors c'est quelque chose, alors ça va mieux aujourd'hui, hein, mais... oui, c'est difficile d'en parler, j'entends. Oui. Un fichier, ils ont fait une capture d'écran, ils se sont connectés sur le compte MSN de ma fille. Oui. Je suis ami avec ma fille, mais bon, ils nous ont bloqués, on peut plus faire rien ensemble. Je peux pas communiquer beaucoup avec ma fille depuis 3 ans. Enfin, oui, depuis 3 ans, ouais. Et ils ont, alors je sais pas quelle manip ils ont fait. Ils ont réussi à aller ils se sont connectés sur le profil de ma fille. Oui. Ils sont allés sur mon profil. Oui. Alors c'est toute une technique de MSN. Oui. Ils ont réussi à trouver des amis à moi, enfin un ami à moi, et des amis d'amis. Oui. Que je connais pas, avec des images pornographiques. Voilà. Donc des images qui seraient sur les comptes d'amis. Oui. Voilà. Alors, ils me disent voilà ce que Léa trouve sur son compte MSN. Sur son compte MSN chez toi. Alors comme si c'est vous qui lui envoyez. Comme si voilà, je sais pas trop. Donc j'en suis là et ils me mettent et ce n'est qu'un aperçu 3 points de suspension. Alors sur son trophée, donc c'était samedi, dimanche j'ai rien pu faire puisque tout était j'ai voulu appeler mon avocat, j'ai appelé lundi, mon avocat était en vacances. J'ai appelé, j'ai une assurance spéciale, assistance juridique, comme beaucoup. Ah oui. Ouais. Donc j'ai eu une correspondante qui m'a dit que effectivement c'était quelque chose de grave. Oui. Même si c'était pas parce que moi cette manip je la connais pas. Je sais pas. Alors j'ai eu un contact téléphonique avec un ami qui ensuite a fait des recherches. Oui. Qui m'a expliqué en fin de compte là comment ils ont procédé. Ah voilà. En fait, oui. Il suffit d'aller en fait sur le compte vous êtes sur votre compte, vous allez sur un ami qui ceci dit, Eric, on n'a pas besoin d'avoir toute la procédure justement. Voilà. C'est peut-être pas la peine. Mais j'étais tellement sidéré que moi. Ouais. Donc voilà. Non. Et voilà, oui, mais votre ami vous a aidé à comprendre comment ça fonctionnait. Ouais. Et voilà. Et maintenant, donc mon avocat ne sera de retour que le 21 août. Ouais. Et je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire un courrier recommandé. Déjà, il y a peut-être une permanence dans votre ville, une permanence juridique, et d'autre part, ou autour de vous, vous avez peut-être des gens qui connaissent bien le droit, mais déjà acté par un courrier recommandé, accusé de réception, que vous n'êtes pas l'auteur, que vous avez été piégé, que tout ce que vous m'expliquez là, qu'un ami vous a expliqué la procédure, alors je ne sais pas si votre ami s'y connaît en informatique, mais est-ce qu'il y a moyen de prouver justement, parce qu'elle est là la question, elle n'est pas tant sur la procédure que de prouver votre innocence en remontant dans le disque dur de votre ordinateur. Enfin, je sais qu'aujourd'hui dans les systèmes de police, on sait très très bien étudier les disques durs d'ordinateur. Donc moi, je prendrais votre disque dur et l'amener à des services de police. Il y a des gens qui savuvent faire ça et faire une main courante à la police pour que votre disque dur soit enregistré comme parce qu'il doit y avoir la trace. Vous voyez, l'ordinateur il garde tout en trace vos manips. Donc si c'est pas de votre ordinateur que sont partis ces manips là, mais ça je pense que votre ami peut vous l'expliquer, ça doit pouvoir se prouver via l'analyse du disque dur, mais tel qu'est votre ordi là, il faudrait le mettre en sauvegarde, faire constater par la police, déposer une main courante. Vous voyez là, il faut vous défendre là, et puis il faut des moyens très sérieux.
Et parce que maintenant, en fait, comme vous êtes accusé, l'objectif c'est de prouver votre innocence. Oui. Et parce que là, sinon, vous rentrez dans l'escalade d'un conflit sans fin. Maintenant, il faut les démasquer. Enfin, s'ils ont vraiment des agissements aussi dingues que ce que vous décrivez, ne serait-ce aussi que faire en sorte que des services psychologiques de l'enfance soient, parce que ça veut dire que s'ils sont prêts à faire ce genre de manip, c'est qu'ils sont vraiment dingues et que pour votre fille, c'est embêtant, quoi. Oui, et sachant que j'ai regardé cette capture d'écran, elle date de 1 an parce qu'il y avait des dates qui comme le 6 et le 7 août, donc samedi on était le 4 je crois. Donc c'est des choses qui datent d'il y a 1 an, donc ils ont ça en leur possession depuis 1 an. Donc ils cherchaient à vous faire chanter, vous croyez ? Et il vous a insulté pour vous provoquer. Alors vous voyez, les auditeurs répondent la même chose que moi. Chèvre qui dit il faut porter plainte à la brigade du net avec une capture d'écran et envoyer votre propre adresse IP pour les retrouver. Ça, c'est un super conseil. Donc, je vous le redis, portez plainte à la brigade du net. Donc, cherchez sur Internet la brigade du net avec une capture d'écran et envoyez votre propre adresse IP. Vous savez, l'adresse IP, c'est l'adresse informatique pour les retrouver. Et Patricia qui dit, il faut porter plainte à la gendarmerie. Eux ont les moyens de savoir qui a fait cette manip. Courage, Patricia. Oui, là, maintenant, il faut faire rentrer les forces de l'ordre dans la boucle, absolument. Attendez pas l'avocat, là. Non. Et puis, essayez de tirer au clair d'où ça vient, comment ils s'y sont pris. Peut-être vous pourriez faire témoigner votre ami qui vous expliquait la procédure, vous voyez, en allant déposer la main courante. Voilà. Mais là, c'est pas la peine de dégainer envers eux. Maintenant, il faut absolument mettre en place tout votre système de défense. Parce qu'après, c'est la police qui va s'en mêler, vous voyez. Vous allez être défendu par la police. Parce que ce qui me surprend, c'est qu'elle m'a envoyé ça par mail et pas par lettre recommandée, donc je trouve ça bizarre. Et c'est une erreur de leur part. Et surtout que la personne que j'ai eue, l'assistante juridique, m'a dit il faut écrire tout de suite à la maman pour lui dire que vous n'y êtes, que je n'y suis pour rien. Que je mets tout en œuvre pour que cela se reproduise pas. Ah non, se reproduise pas, ça voudrait dire que vous en êtes l'auteur. Attendez, que quoi se reproduise pas qu'elle puisse, parce que ce qu'ils mettent en avant, c'est que Léa a été capable d'aller voir les amis, des amis, enfin vous voyez, c'est... Oui, mais vous dites qu'ils ont piraté pour arriver à ça. Ils sont allés sur le compte de ma fille. Pour accéder à des éléments de votre compte à vous. Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'est ça qu'il faut prouver. Donc vous n'avez pas... Gabriel, vous voyez, qui est commandant de police, écrit « Vous pouvez faire expertiser votre ordinateur et la police verra le trucage ». Vous voyez, donc vraiment là, vous voyez, tous les auditeurs vont dans le même sens. Il faut que vous saisissiez de la police. Ils l'ont fait à distance, hein. Oui, mais et justement, ça veut dire que du coup, votre ordinateur n'a pas trace de ça. Quand bien même il y aurait des clichés, parce que je comprends que vous êtes inquiet dans votre ordinateur, c'est la traçabilité qui va être étudiée dans votre ordinateur qui vont montrer que la traçabilité n'a pas été possible sur le compte MSN de votre fille. C'est ça qu'il faut prouver. C'est le trajet. C'est parce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dedans, ça vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Oui. À partir du moment où ça se balade pas, enfin, vous voyez, si c'est un truc que vous partagez avec des amis, ça vous regarde. Là, c'est votre fille qui est en cause. Même pas, c'est des amis d'amis que je connais pas. Oui, alors raison de plus, mais si vous voulez, il faut porter votre ordinateur donc à la police, Eric, et puis le courrier. Vous pouvez faire un courrier recommandé, mais surtout vous accusez pas dans le courrier. Hein. Dites, dites dans le courrier que vous allez tout mettre en œuvre pour prouver votre innocence et que vous allez faire appel à la police. Ça va leur faire peur et c'est une très bonne idée. D'accord. Et alors. Ouais, comment on peut faire pour faire cesser cette... dès que la police va commencer à se mêler de cette histoire et que vous allez leur dire que maintenant vous allez faire analyser votre disque dur par votre ordinateur par la police, je pense que ça va les calmer un peu là. D'accord.
pour faire cesser cette surenchère entre la maman et moi, parce que moi je ne peux plus. Oui, il faut repasser par la case avocat, médiateur. Mais déjà, je pense que cette histoire devrait vous y aider, parce que le fait de leur dire que vous allez contacter la police, ça va sans doute calmer leur petit jeu malsain, a priori. C'est extrêmement malsain. C'est extrêmement malsain, surtout pour Léa. Et je pense qu'il faudrait aller voir aussi le planning familial, avoir le conseil d'un psy pour enfants. Parce que là, on est dans le cadre d'une séparation. Vous voyez, là, il faut vraiment que vous rameutiez tous les conseils autour de vous, à la fois de l'enfance côté psy, à la fois juridique côté avocat, et puis police pour vous défendre. Il faut être sur tous les fronts, là, Eric. La police plus que la gendarmerie, alors. Je sais pas, renseignez-vous dans votre ville qui est compétent, ils vous diront. D'accord. Et puis la brigade du net aussi, ce que dit Chèvre, elle a raison. Oui, brigade du net, regardez ça. Bon, très bien. Alors, il y a une réaction pour vous du Suriquet qui dit tout le monde fait fausse route. Sur MSN, ça fonctionne un peu sur Facebook. Il est possible de voir les actualités des uns et des autres, des amis. Donc, si des photos sont affichées, les amis des amis peuvent le voir. Ce qu'il devrait faire, c'est créer une adresse MSN uniquement pour sa famille, pour pas tout mélanger. D'accord. Parce que là, moi j'ai mon adresse MSN et ma fille, elle a la sienne avec son propre mot de passe et moi j'ai mon propre mot de passe. Enfin voilà, c'est. Oui, parce que Christelle dit, je pense que Sophie n'a pas compris, l'ordinateur n'a pas été piraté, les profils de ces gens sont visibles de n'importe quel ordinateur. Oui. C'est visible, mais vous pouvez bloquer vos accès, vous pouvez garder comme sur Facebook vos communautés d'amis à vous, sans que votre fille ait accès normalement. Ça, c'est bloqué. Oui, il y a un paramétrage à faire. Et vous, c'est bloqué chez vous ? Non. Alors voilà. Ah oui, moi je pensais que, c'est-à-dire que votre fille peut avoir accès à tout. Non, elle n'a pas accès à mon compte. Donc elle peut pas. Donc votre session à vous, elle n'a accès que quand vous discutez, vous chattez ensemble. Absolument. Voilà, mais elle n'a pas accès comme sur Facebook. Si vous voulez, on peut bloquer pour pas que les gens aient accès aux amis. Enfin, on peut bloquer une partie. Voilà, c'est ça. D'accord, donc ça c'est bloqué. Oui, d'accord. Oui, parce que comme on était amis. Oui. Voilà, donc je faisais partie de ses... Comme mon père fait partie de ses amis, son grand-père, enfin voilà, c'est... Mais elle n'a pas accès à toute votre session. Mais non. D'accord. Non, surtout pas, non. Ouais, c'est ça qu'il faut peut-être vérifier quand même, enfin qu'il n'y ait pas eu une erreur de paramétrage à ce niveau-là. Non, mais par contre, on peut avoir accès, je viens d'apprendre ça, au profil des amis et des amis des amis, et enfin c'est un truc... Ah bah oui, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Mais normalement, ça vous pouvez le bloquer. Voilà. Et vous ne l'aviez pas bloqué, ça, c'est ça ? J'en ai parlé autour de moi, et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, on ne savait pas qu'on pouvait paramétrer ça pour le bloquer, quoi. Voilà. Alors Gabriel dit, avec l'adresse IP de votre PC, soyez sans crainte, police ou gendarmerie, c'est pareil, amitié. Bon, ceci dit, ils ont quand même été traficotés, eux. Enfin, c'est pas votre fille de 11 ans, vous voyez, ça tient pas debout, qui ira regarder. Donc, il y a déjà un truc malsain. Donc, de toute façon, allez déposer une main courante pour expliquer votre histoire. Déjà. Il y a Isabelle qui dit, mon compte Facebook a été piraté, j'ai réussi à trouver la personne qui a fait cela et je me suis immédiatement rendue au commissariat le plus proche pour porter plainte. Les policiers m'ont dit que c'était quelque chose qui arrivait de plus en plus souvent. D'accord. Donc demain je vais m'occuper de ça. Je vais aller voir la police et leur expliquer avec mon ordinateur. Oui, parce qu'ils ont fait ça à distance, quoi. C'est le cliché qu'ils m'ont envoyé, la capture d'écran, c'est un fond d'écran qui est pas le mien, donc. Ah oui, d'accord. Oui, donc ils ont quand même, ils ont quand même bidouillé des choses, quoi. Ah oui. Oui. Bah donc. Oui. Et ça date d'1 an, donc c'est ce que j'ai envie de leur dire, c'est pourquoi vous m'avez pas signalé ça depuis 1 an. C'est pourquoi attendre maintenant. Ouais, donc vous pensez qu'ils le gardaient pour vous faire chanter ou vous embêter? Je pense qu'ils gardaient ça sous le coude pour voilà. Ah oui, alors on me dit aussi que sur MSN on peut gérer les droits d'accès aux données de ses amis, ce que vous n'avez pas dû faire, Eric. Et voilà. Ah voilà. Bah oui, effectivement. L'auditeur a raison, Oui. Mais bon, il faut que les gens fassent attention à ça parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... J'en ai parlé avec mon père, il m'a dit, on pouvait faire ça, donc non, il
Donc il faut faire bien attention à ça, quoi. Ouais. Bah écoutez, Eric, ce qu'il y a quand même, c'est qu'il faudrait que vous que vous alliez quand même déposer une main courante à la police. Oui, parce que après. Oui, vous voyez, il y a Vicky qui dit la même chose, que vous communiquez avec votre fille sur MSN, donc votre fille peut accéder à tous les amis, à tous vos amis et tous les sites des amis de son papa. Donc si sa fille peut le faire, la maman et le beau-père peuvent le faire aussi. Son profil est public tant qu'il n'a pas bloqué tout cela. Voilà. Donc effectivement, on peut imaginer qu'une fille de 11 ans n'aurait pas l'idée d'aller se balader forcément sur votre profil, mais en tout cas, il y a Isabelle qui est là avec nous et qu'on va prendre à l'antenne parce que c'est Isabelle, voilà, Bonsoir Isabelle, vous êtes là ? Oui, tout à fait, bonsoir. Oui, Isabelle, vous disiez que donc votre compte avait été piraté ? Oui, mon compte a été piraté, donc une ancienne photo. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une photo ancienne, parce que moi c'était un Noël. Oui. Donc où j'étais avec mes enfants. Donc on a mis une autre photo, donc c'était bien ce Noël-là, c'était bien moi, c'était bien mon fils, mais c'était pas la bonne belle-fille qui était là, sur la photo. Ah oui. Et donc, une personne très sympathique. Moi, quand je rentrais dans mon Facebook, par contre, je ne voyais pas. Hein. Mais cette personne-là, par contre, avait refait toute une façade de la page sur laquelle on arrive. Et donc, il y avait cette photo-là, donc avec l'autre belle-fille. Et à la place de ma fille à moi, d'ailleurs. Et du fait, c'est marqué plein de choses dessus, donc je comprenais pas, parce que mon fils est la nouvelle belle-fille, mais sûr me faisait la tête. Donc j'ai pas compris, donc c'est pour ça qu'on peut falsifier ce qu'on veut sur ces sites. Et Isabelle, vous conseillez quoi, Eric, effectivement, d'aller à la gendarmerie, surtout à la gendarmerie, parce qu'il y en a je dis de plus en plus. Oui. Et donc souvent ça arrive chez des jeunes. Oui. Donc ça peut aller vraiment très loin. Il faut aller à la gendarmerie, déposer une plainte. C'est ça, une main courante, hein, oui. Voilà, tout à fait. Oui. Et s'il peut donc récupérer la page qu'il a actuellement, qu'elle lui a emmenée, la garder surtout, de façon à montrer, qu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'il a lui dans son ordi. Ah voilà, sur sa session. Oui, voilà. D'accord. Oui. D'autant plus que la photo ne correspond pas, parce qu'une photo ça se récupère, parce que c'est des personnes qui peuvent récupérer. Justement, si vous avez des photos, quelque chose, elles peuvent aller les récupérer. Ça c'est pas un problème. Elles récupèrent ce qu'elles veulent de vos photos. Ça c'est pas un souci. Hein. D'accord. Donc je pense pas qu'ils ont le dossier depuis 1 an. À mon avis, ils ont pris une photo qui date de 1 an. Ah oui. Ok. D'accord. Le dossier, ils ont dû le faire, je pense, pendant le mois de juillet où votre fille était absente. Donc ça a dû monter, ils ont dû monter en pression tous les deux. Donc ils ont pris une photo et cette photo-là date de 1 an. Ils l'ont remontée avec celle-là. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'il y a Colette qui dit qu'il n'y a pas eu usurpation s'ils ont juste consulté les profils des amis à partir du compte de la fille d'Éric. C'est ça aussi, Isabelle, non ? Pardon, j'ai pas compris. Non, Colette dit qu'il n'y a pas eu usurpation s'ils ont juste consulté les profils des amis à partir du compte de la fille d'Éric. Oui, mais généralement ça se passe pas comme ça. Ils consultent pas les comptes, ils vont faire un faux compte, si vous voulez. Ah, ils vont chercher des images, d'accord. Voilà, ils vont chercher des images, ils vont créer un faux compte et ils peuvent même prendre la main sur votre compte. D'accord. C'est-à-dire que là vous avez peut-être encore la main sur votre compte, mais dans certains cas ils peuvent. Parce que j'ai plus la main sur mon compte là. Ils ont pris votre compte. Ah, vous avez plus la main sur votre compte. Ils vont marquer ceux qu'ils veulent. Alors là, il faut aller vraiment vite. Ah, il faut aller vite alors. Ah oui. Parce qu'ils vont marquer ceux qu'ils veulent dessus et ils peuvent même mettre eux maintenant des photos pornographiques et tout ça. Donc c'est à vous d'intervenir très rapidement si vous n'avez plus la main dessus. Là, MSN me dit, quand j'essaie de me connecter depuis samedi, rarement me dit, il semblerait que quelqu'un essaye d'usurper votre compte par sécurité, nous avons bloqué votre compte. Voilà, donc par le biais de vos amis, dis donc, par le biais de vos amis que vous connaissez, c'est ce qu'on fait normalement, vous notez bien, vous dites à un ami de bien noter que, attention, que vous n'avez plus accès à votre compte, que c'est quelqu'un d'autre qui a accès à ce compte. Ouais. Ah oui, écoutez, merci beaucoup Isabelle. Prévenir vos amis qui sachent que ce n'est pas vous, parce qu'attention, il peut y avoir des insanités et tout ça après. Hein. Ouais. Écoutez, merci Isabelle pour vos conseils très très précieux pour Eric, parce qu'effectivement effectivement il y a une urgence absolue. Merci encore Isabelle d'avoir appelé. Non, je vous en prie. Merci à vous, Eric. Bon courage à vous. Oui, dites-moi.
Non, très bien. Oui, il faut vraiment foncer, comme dit Isabelle, là. Vous tardez pas, demain vous allez... La gendarmerie, parce que j'imagine qu'éventuellement ça devant un juge... oui, ça devant un juge, ça va peser. Et comme dit Jean-Luc, voilà, c'est très grave ce que vous subissez. Ne vous laissez pas faire, voyez votre ami, contactez la police avec votre ordinateur, parce qu'ils vont vous faire chanter. C'est vos enfants qui en subissent les conséquences, dit Jean-Luc. Voilà. Oui, parce que je pense que Léa, s'il avait vu des choses comme ça chez moi, on aurait parlé. Bon courage, Eric. Merci beaucoup. Bon courage à vous et vous avez bien fait de nous appeler. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Sur Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure dans la libre antenne. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Mais vous ne pouvez pas, et je le rappelle et nous en sommes tous sincèrement désolés, les mails sur le site d'europe1.fr ne parviennent pas à la libre antenne. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer comme tout à l'heure Eric et Isabelle avec un ou une auditrice dont vous partagez l'histoire et auquel vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Assiba et Valentin et Philippe Chartier à la réalisation. Et avant d'accueillir Claudette, un message pour Eric de la part de Léa. Léa qui dit, attention, Eric, vous ne devez pas prévenir votre femme de votre dépôt de plainte par rapport à la mainmise sur le compte MSN. C'est la police qui s'en chargera et comme ça leur permettra de faire les recherches avant. Donc effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée de prévenir que vous êtes en train de vous activer. Bon courage, Eric. Claudette, vous êtes là ? Oui, bonsoir Claudette. Je suis très contente de vous avoir. J'ai 57 ans et je vis un gros chagrin d'amour. Oui. Alors, comme ça, je pensais pas que ça pourrait m'arriver à nouveau. Oui. Voilà, j'ai été veuve très jeune. Il y a 17 ans que j'ai perdu mon mari. Oui. Et puis, la vie a fait qu'un jour, sur un site de rencontre, j'ai rencontré un monsieur charmant. Mmh. Et nous avons vécu ensemble pendant 6 ans. Oui. Mais c'était formidable. Vraiment, on a vécu une vraie vie de couple, avec plein de projets, avec que du bonheur. Un homme adorable. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, Claudette ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'année dernière, il a commencé un peu à changer en me disant que mes enfants lui pesaient. Mais il faut savoir que j'ai 3 enfants. Oui. Un de 40 ans, un de 35 ans et un de 30 ans. Les 2 habitent dans le sud de la France, c'est-à-dire à 300 km de chez moi. Oui. Et ma 3e, ma fille, habite en Afrique. Oui, donc ils sont pas du tout avec vous, enfin voilà. Ils ne sont pas du tout avec moi. Ouais. Et on se voit donc très très peu. Ma fille, je la vois 1 fois par an. Et mes fils, je la vois à peu près tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Mmh. Donc je trouvais que c'était un raisonnement qui ne tenait pas trop la route. Oui. Et puis un jour, après une banale altercation, mais quelque chose comme dans tous les couples, vraiment sans intérêt, il m'a frappée très 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 violemment. Oh là. Je dirais même qu'il m'a séquestrée pendant 2 heures. Il m'avait pris mon portable et c'est un homme que je ne connaissais pas.
Bah oui, je comprends. C'était comme si j'avais vécu avec un ange pendant 6 ans. Oui, et que là, sa part d'ombre, tout d'un coup, explosait. Et là, tout d'un coup, j'ai vu un homme, mais d'une violence. Mais je peux dire que j'aurais pu mourir. Voilà. Et il y a un événement qui, vous pensez, dans sa vie à lui, qui a pu déclencher ça? Quelque chose qu'il a vécu? Alors, lui m'a expliqué après que c'était le trop-plein, que en fait, pendant ces 5 ans qu'il avait vécu avec moi, il n'avait jamais été heureux. Oula. Et qu'il ne supportait plus et que ça s'exprimait comme ça. Donc en fait, vous avez vécu un conte de fées, mais voilà. Lui n'était pas là-dedans en fait. Tout à fait. Il se forçait. Il se forçait. Visiblement. Mais c'était, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Oui, ça se comprend, Claudette. En fait, cet homme pendant tout ce temps s'est créé un personnage. Hein, on dit un faux self en psychologie. Ouais. Donc un faux lui-même. Auquel sans doute il avait certainement envie de croire, voyez, un homme gentil, amoureux, et puis tout d'un coup ça lui a sauté à la figure, quoi. C'était plus supportable. Voilà. Donc après cet épisode qui a été d'une violence pour vous, terrible, oui, c'est terrible, oui. J'ai pas voulu porter plainte, je savais plus où j'en étais, et j'ai quand même accepté de reprendre la vie avec lui. Oui, ah oui. Mais forcément, c'était fini, c'était plus pareil. Plus du tout pareil. D'abord parce que j'avais peur tout le temps. Dès qu'il y avait un mot qui était plus haut que l'autre. Et vous voyez, vous avez pas pu en profiter pour essayer justement de l'inviter à être un peu plus lui-même, du coup, dans la relation. Oui, mais du coup, si, parce qu'il m'a dit, mais non, cette relation ne me convient pas. Tout ce que tu m'as proposé, tout ce qu'on a fait, je l'ai fait, mais c'est pas moi, ça ne me convient pas. Donc j'ai pas compris que pendant 5 ans tout a été. Puis c'est long, vous voyez, enfin, qu'on trompe son monde et qu'on se trompe soi-même, son monde et soi-même pendant quelques mois, mais. C'est ce que j'ai pas compris, voilà, c'est ce que j'ai pas compris. On était des adultes, on n'était plus des adolescents. Non. On a fait de très beaux voyages, on avait acheté un camping-car, on avait fait plein de choses. Et donc, après cette année-là qui a été... Mais Claudette, il y a eu des faits quand même, comme vous dites. Voilà, il y a des faits, il y a une réalité, il y a un vécu et un joli vécu entre vous. C'est étrange, vous voyez, il pouvait pas le nier, il l'a vécu, ça lui aussi. Non, parce que lui me dit qu'il ne l'a pas vécu. Lui l'a subi. Voilà ses mots. Ouais, enfin, et le camping-car, il l'a acheté avec vous, les voyages, il était là, vous l'avez pas traîné, vous l'avez pas forcé avec un pistolet sur la tempe, vous voyez, bien sûr que non. Ça tient pas debout. Ouais. Sauf que on se remet forcément en cause. Bien sûr. Après donc ce moment où il m'a frappé très violemment, où les choses ont commencé à se dégrader, moi j'ai voulu y croire encore. En me disant je vais essayer de l'aider à ce qu'il sorte quelque chose, mais ça a plus du tout été jamais pareil, ça a plus collé, ça n'a plus du tout. Et au mois d'avril, début d'année là de cette année là, on s'est encore un peu querellé, et là il m'a dit de toute façon qu'il ne comprendra jamais rien, je m'en vais. Et il est parti sans me dire au revoir. On s'est quittés comme ça. Voilà, mais c'est épouvantable. On a vécu 6 ans et on s'est quittés en se disant au revoir, c'est simplement au revoir. Et ça, j'ai énormément de mal à m'en remettre. Énormément de mal. Là, je suis au fond du trou, mais je serais presque même à le supplier de revenir, tellement je suis mal. Ça fait combien de temps, la Claudette? Ça date de quand? Ça date du mois de mars. Du mois de mars. Et depuis, évidemment, pas de nouvelles, rien?
Je n'ai eu aucune nouvelle. La seule nouvelle que j'ai eue et qui m'a fait très 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 mal en plus, c'est que je l'ai retrouvé sur un site de rencontre où il s'est réinscrit 2 mois après. Oh là là. Oh. Donc je crois que je suis passée à côté d'une histoire. Enfin, je suis complètement au fond du trou. Oui, mais il y a de quoi, Claudette, oui. Oui, c'est d'une violence inouïe ce que vous avez vécu, surtout que vous avez vécu 5 ans d'une histoire qui n'est pas la même que l'autre. Vous voyez, voilà, c'est ça qui est compliqué pour vous, parce que qui est très très perturbant et des accents pour vous, parce que vous dites malheur tout ce que j'ai vécu. Alors je me suis trompée, c'est moi qui avais tort, j'ai pas vu. Alors c'est moi qui avais tort. Alors c'est là qu'il faut vous protéger, Claudette. Enfin, c'est important qu'on en parle ce soir, mais peut-être que vous restiez pas seule avec cette histoire. Enfin, éventuellement, je sais pas, aller parler à un psy ou à une amie, enfin à quelqu'un, parce que j'en ai besoin. Mais oui, parce que c'est trop déstructurant. Voyez, pour vous. Et en plus, le fait qu'il m'ait frappé, il m'a un peu dit. Mais en fait, c'est de ta faute parce que je n'en pouvais plus depuis ces 5 ans. Oui, vous avez raison, Claudette. C'est que ça a une façon de sa réaction. C'est comme si c'était à cause de vous qu'il avait fait tout ça. Alors que Et après l'année qu'on a continué à essayer de vivre, à chaque fois, il me disait, mais bon, c'est bon, tu as 57 ans, il faut que tu passes par-dessus ça. Et je crois qu'il ne s'est pas rendu compte du mal physique qu'il m'a fait, mais du mal moral qu'il m'a fait. Mais il s'est excusé, Claudette. Il est revenu sur son acte il se sentait mal après. Il vous a présenté des excuses. Il m'a présenté des excuses, mais il est très vite passé à autre chose. Si vous voulez, il s'est excusé comme on pourrait s'excuser pour un incident quelconque. Oui. Mais après, il fallait que la vie, elle reprenne. Et il comprenait pas que moi j'ai besoin, par exemple, d'en parler. Bien sûr. J'avais besoin de parler de cet instant où tout avait basculé. Et ça, il voulait pas en entendre parler. Ne serait-ce même que de reparler de votre histoire et des 5 ans pour comprendre ce que vous n'aviez pas vécu pareil. C'est ça qu'il aurait été important de se dire. Puisque lui, ça lui allait pas, qu'il explique et qu'il mette des mots sur ce qui n'allait pas et pourquoi il s'est forcé. Enfin, il vous devait quand même une forme d'explication. Mais je n'ai pas compris pourquoi 5 ans. Comment on fait pour vivre 5 ans quand on est un homme adulte? Comment on fait pour vivre? Surtout que vraiment, je crois que tous les plaisirs que j'ai pu lui offrir, j'étais... il aimait l'opéra, on allait à l'opéra. J'ai essayé à chaque fois vraiment d'être à son écoute. Et j'ai pas compris. Là, je suis mais au fond du trou, au fond. Je pense que je suis en train de faire une dépression terrible. Oui. Je ne bouge plus de mon appartement. Je suis anéantie. Alors que je suis quelqu'un de très 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 dynamique. Et il a quand même fini notre histoire par tes enfants nous ont bouffés. Oh, oui. Et en fait, il a essayé de vous culpabiliser, Claudette, de trouver quelque chose. En fait, il n'a pas assumé ni son acte, ni les 5 ans dans lesquels il a joué un rôle, vous voyez. Et en fait, il était là. C'est ce qu'on appelle, vous savez, en psychologie, des profils comme ça, des passifs agressifs. C'est-à-dire des gens qui finalement sont assez passifs, donc d'accord avec tout, d'accord sur tout, qui ont l'air contents d'être là, de faire les choses, et qui en fait se servent de l'énergie de l'autre pour être actifs. Donc vous, comme vous dites, vous êtes très énergique, et qui en fait deviennent agressifs. Du fait que l'autre finalement agit à leur place, donc ça retombe sur l'autre, vous voyez. Il me reprochait souvent, par exemple, d'être trop dynamique, parce que moi je vais toujours de l'avant, et c'est vrai que ça c'était un reproche qu'il me faisait. Oui, mais en même temps il en avait besoin, vous voyez, et ça c'est typique du passif agressif, quoi. Voilà. Et le jour où ça s'est produit, où il m'a frappé, je peux dire que, mais je n'ai rien vu venir. Il était parti se faire un peu de vélo. Moi, j'étais en train de me préparer pour aller travailler. Il est arrivé dans l'appartement. Je sais pas, il m'a
on a dit quelques phrases et je lui dis bon ben je me dépêche parce qu'il faut que j'aille au travail. Et là, il est monté dans la salle de bain et il m'a enfermée dans la salle de bain et il m'a frappée, mais d'une violence. Il m'a pris mon portable pour que je n'appelle personne et ça a duré 2 heures. Oh là là. Et vous n'êtes pas allé porter plainte ni rien, Claudette? Alors, quand j'ai pu m'échapper, parce que je lui ai dit, tu sais, si je ne vais pas travailler, mes collègues me savent sérieuse et elles vont se poser des questions. Oui. Elles vont appeler, elles vont probablement venir à la maison parce qu'elles se feront du souci. Là, donc, il a lâché prise et je suis partie. Je suis partie travailler. Je crois que... Je me demande si je ne suis pas partie travailler en pyjama. Je ne sais pas. Oui. Je suis arrivée sur mon lieu de travail où mes collègues m'ont découvert, mais dans un état... J'avais la tête en sang. Alors. Et là, elles m'ont dit, va porter plainte. J'ai refusé et je le regrette aujourd'hui. Oui. Parce que ça vous aurait réparé et protégé. Voilà. Oui, c'était un acte important pour vous. C'était, vous voyez, porter plainte, c'était reconnaître, faire reconnaître comme agressé. Exactement, exactement. Et je regrette énormément. Oui. Il est resté 2 jours à l'hôtel pour ne plus rentrer à la maison. Et au bout du 3e jour, c'est vrai qu'il est rentré. Il s'est excusé. Et puis, je me suis dit, oui, je vais peut-être arriver, parce que je l'aime énormément, je vais peut-être arriver à repartir. Alors, Claudette, il y a des auditeurs qui posent la question de savoir s'il avait un intérêt financier. Est-ce qu'il a joué le jeu pour obtenir quelque chose? Demande Roxane. Non. Par contre, après enquête, j'ai essayé un petit peu d'enquêter un petit peu auprès de sa fille et de ses amis. Il semblerait que la violence, elle ait déjà fait partie de ses couples. De son histoire? Parce qu'il a vécu en fait très peu de couples. Il a vécu 9 mois avec la maman de sa fille. Mmh. Après, il a revécu un couple de 3 ans. Mmh. Et le couple que nous avons vécu. Il n'a jamais eu de grande mais vous savez s'il a... Oui, mais vous savez pas s'il a été violent avec elle. Mmh. Mais je pense que si. Alors, il y a un auditeur qui demande s'il n'y a pas eu des signes en fait de son mal-être et que vous n'auriez rien vu parce que, comme dit un autre auditeur, l'amour rend aveugle et que peut-être que vous auriez un peu, imposé entre guillemets votre façon de vivre sans prendre en compte les aspirations de votre compagnon. Oh, je crois que j'y prenais. J'entends pas ça dans ce que vous dites. Je crois que je crois que je faisais très attention justement à ça. Et au début, quand on s'était rencontrés, on s'était dit que il fallait vraiment qu'on arrose notre arbre tous les jours pour qu'il continue à grandir et c'était quelque chose qu'on s'était dit et j'y faisais très attention. Je lui ai organisé un nombre de surprises. J'étais attentive à ce qu'il aimait. Et j'étais sûre qu'il était heureux. Et en plus, il me l'a dit, dans les 5 ans qu'on a vécu ensemble, c'était des phrases qu'il me disait qu'il était heureux, que je l'avais aidé à se découvrir et puis voilà. Et du coup... Ouais, alors il y a une auditrice, vous voyez, qui a vécu un peu la même chose que vous. Elle a vécu 21 ans à côté d'un homme qui a refoulé 10 ans. Lui a-t-il dit un autre désir, puis il a joué et ça s'est terminé dans la violence envers moi, comme si j'étais celle qui l'empêchait de vivre. Et puis, mais c'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Ouais. Et ça c'est vraiment, très significatif des profil dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a Sylvie qui dit faut lâcher l'affaire, Claudette, il vous a frappé et il s'est inscrit à un site de rencontre. Bref, aucun respect, beau courage à vous. Et puis il y a Karine qui est très touchée aussi par votre témoignage et qui pense aussi qu'il faut que vous fassiez aider pour remonter la pente. Je vais être obligée parce que c'est vrai que je me Vous voyez, il y a d'autres auditeurs qui disent que c'est un manipulateur et que l'homme que vous regrettez n'a jamais existé. Finalement, je trouve que c'est assez joli, c'est assez bien dit et ça peut vous aider de vous dire ça. Ces individus sont destructeurs et vous rejettent toujours la faute. Faites-vous aider et vraiment oubliez, il n'en vaut pas la peine.
Mais en tout cas, il m'a énormément... Là, il m'a détruite complètement. J'avais été détruite une première fois au décès de mon mari. Et c'était quelque chose qui était très, très, très douloureux. Et je m'étais dit, voilà, je retrouve un peu de bonheur et j'étais heureuse. Mes enfants étaient heureux parce que c'était un homme charmant. Mais, et là, je me suis dit, il avait 2 visages. Oui. Alors Claudette, il y a Michel avec lequel on vous mettra en contact hors antenne. Si vous avez besoin de parler justement, il veut bien parler avec vous, ça peut vous aider, Claudette. Et puis sinon, effectivement, dès la fin de l'été, la pensée à les consulter, à les parler de votre histoire. Voilà, vous avez vécu quand même un gros traumatisme là, donc ne restez pas toute seule avec. Parce que je sens que je vais pas m'en sortir. En plus, là, ma fille repart en Afrique la semaine prochaine. Donc, c'est une grande solitude. Mes enfants sont loin, donc je me retrouve vraiment dans une situation où tout est pire là. C'est terrible. C'est terrible et c'est pas mon caractère. Je ne suis absolument pas comme ça. J'aime la vie plus. Bah oui, alors justement, il y a Yann qui dit que vous ne devez pas revenir en arrière, que vous devez être heureuse d'être délivrée de ce malade et qui vous aurait emmené encore plus au fond. Et puis Nadine qui dit qu'il faut pas que vous cultiviez la nostalgie de cette histoire. C'est pas bon pour vous, que vous méritez mieux que ça. Et que vous devez vous sauver là. Claudette. Donc ne le regrettez pas, n'essayez pas de le recontacter, laissez-le avec sa folie, j'ai envie de dire, et surtout, prenez soin de vous. Vous voyez, il y a Jean-Luc qui dit c'est une honte ce que votre ex-ami vous a fait. Il en voulait à votre argent. Je sais pas, mais en tout cas, il dit c'est ignoble, laissez-le tomber. Essayez d'en trouver un autre. Il a bien caché son jeu, courage, amitié. Jean-Luc. Oui, mais je vous dis 2 mois après notre séparation, il était déjà sur un site de rencontre. Oui. Donc, je me dis comment oublier 5 ans de vie commune et tourner... Non, Claudette, c'est pas oublier, c'est en faire autre chose. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que vous alliez en parler avec un thérapeute, parce que vous n'allez pas oublier. Non, vous n'oublierez pas. Mais il faut que vous en reparliez pour faire quelque chose de cette histoire, de vos souvenirs, parce que vous avez quand même vécu des bons moments avec lui. Tout à fait. Vous voyez, et il y a ce trauma. Donc, il faut vraiment vous aider à séparer ces 2 parties. Vous voyez, garder une partie dans laquelle la femme que vous êtes y a trouvé son compte et comprendre lui qu'est-ce qui s'est passé et retravailler ce trauma pour qu'il soit plus envahissant pour vous, Claudette, et qu'il vous empêche pas. Il me détruit. Il me mange. Je suis mangée complètement. Je me réveille le matin, je me couche le soir et c'est en boucle. Ma vie, elle déboucle. Elle tourne en boucle là depuis plusieurs mois. Ma vie, ça tourne en boucle. Oui, Claudette, bon courage à vous. Il y a Nadège qui vous dit on se reconstruit lentement. Le travail psychologique aide même si c'est difficile. Et même je me découvre, dit Nadège. Donc, et il y a un juriste, Vincent, qui vous dit si les coups datent de moins de 3 ans, les faits ne sont pas prescrits. Vous pouvez encore porter plainte. Donc renseignez-vous. Peut-être que ça peut vous aider. Non, parce que c'était l'année dernière quand il m'a frappé. Mais les coups datent de moins de 3 ans. Donc les faits ne sont pas prescrits, dit Vincent. Ça, je savais pas. Donc renseignez-vous, parce que c'est ce que nous dit Vincent qui est juriste. Donc ça peut peut-être vous aider. Ça pourrait m'aider parce que je pense que je serai reconnue en tant que victime. Mais je vais me renseigner alors. Oui, merci. Bon courage Claudette, merci de nous avoir rappelé. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Marie-Joseph. Oui, bonsoir Sophie, je vous téléphone. J'avais déjà communiqué avec Caroline pour un problème parce que mon conjoint est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 4 ans, 51 mois. Et donc en tant qu'aidant, je le garde à domicile et je n'ai pas d'aide à part une infirmière de psychiatrie qui vient une fois par semaine, mais juste pour un rendez-vous, pour parler, pour voir où on en est. Et là, le week-end dernier où je travaillais, le dimanche matin, quand je suis arrivée, il était tombé, il était à côté du lit, et il n'avait pas pu remonter dans son lit, donc j'ai appelé le pompier et tout.
Et c'était pour vous dire un petit peu ma colère, parce que j'ai eu énormément de difficultés à faire admettre que le dimanche soir, je suis restée auprès de lui jusqu'à 14h, de 9h jusqu'à 14h30 environ, aux urgences, et ça ne posait pas de problème si je travaillais pas le soir, puisque on était doublés exceptionnellement. Mais pour faire admettre, pour trouver quelqu'un qui me fasse un arrêt maladie, ça a été, j'ai passé une dizaine de coups de fil, vous voyez, c'était vraiment quelque chose de... Alors, ça m'a mise en colère, parce que je trouvais, vous voyez, par rapport au plan Alzheimer, ils disaient on aide énormément. Oui, bien sûr. Alors, il disait, aux urgences, j'ai demandé, pouvez-vous me faire un arrêt pour un jour? Oui. Il me disait, mais vous n'êtes pas malade, c'est votre conjoint. Oui. Alors j'ai appelé ma direction en me disant, oui, mais vous comprenez, c'est pas vous. Et même votre direction n'a pas une tolérance, enfin, à votre travail, puisqu'ils savent que vous êtes accompagnant Pas du tout, non, c'était... moi, j'étais pas malade. Et ils disaient, bon, ce sera un enfant. Oui, oui. Voilà. Oui. Ah, ce serait un enfant, vous pourriez? Un enfant malade, je peux. Mais conjoint malade, non. Je n'ai jamais pris, ça fait des années que je n'ai pas pris de jours de maladie. Enfin bon, tant mieux pour moi, hein, je veux dire, mais donc je peux pas dire que j'abuse du système. Oui, je comprends. Et tout. Ouais. Et j'ai trouvé ça, étriqué comme réaction. Bon, j'ai fini par trouver mon neurologue qui effectivement était descendu, qui était de garde et qui était descendu le voir. Lui m'a fait un arrêt. Mais avant que lui me fasse un arrêt, je me suis trouvée en difficulté à passer des coups de fil et puis entendre « Oui, mais vous n'étiez pas malade ». Mais bon, moi, j'étais pas capable d'assumer. Bon, je me suis levée le vendredi matin, j'ai dormi 4 heures le samedi. Faut dire que, bon, je m'occupe de lui, il est quand même dépendant. Oui, et puis comme vous dites, il y a le plan Alzheimer. Enfin, oui, on en parle énormément. C'est merveilleux. En plus, du coup, c'est vous qui accompagnez, voyez vous-même votre conjoint. Donc, oui, vous voyez, ça. C'était pour vous dire, Sophie, ma colère, parce que je me dis, c'est pas. On n'est pas aidé, quoi. Enfin, même si en théorie on l'est, je trouve que quand il arrive des trucs comme ça, Et Marie-Joseph, pourquoi vous ne feriez pas un petit courrier justement au ministère de la Santé pour épingler en disant, il y a quand même un plan Alzheimer, et voilà ce que je vis. Voilà, alors elle me proposait d'écrire au directeur, parce que bon, ils m'ont mis en plus, ce qui est extraordinaire, c'était un jour, vous savez, avec le jour de carence, là, c'était un jour qui ne m'était pas payé en plus. Enfin, je veux dire, j'avais pas l'impression de demander quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne mettait pas du tout le service en difficulté. Oui, en plus, c'est la question que j'avais posée. Mais j'ai trouvé mais ça en dit long quand même sur votre ambiance de travail. Enfin, vous pourriez en reparler avec, je sais pas, votre hiérarchie, parce que vous voyez, ça paraît aussi, même humainement, enfin, indépendamment d'un aspect de loi. Je leur demandais un brin d'humanité. Parce que vous êtes infirmière, c'est ça, de métier. Je suis infirmière de nuit. Bon, j'ai 57 ans. J'aurais aimé aller un peu plus loin. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais je me dis, bon, je veux aider mon mari en maison de retraite, c'est très dur. Mais oui, et puis en plus... Je viens que de l'inscrire, là, j'ai mis toutes ces... c'est très difficile. Oui, puis vous êtes dans un métier d'aide et ça se comprend que vous ayez envie d'accompagner votre mari, puisque vous en avez en plus la compétence médicale. C'est ça, alors, quand on me dit, oui, mais vous savez, si vous laissez à des professionnels... Bon, vous êtes une professionnelle. Exactement, les maisons de retraite, je veux dire, tout le monde sait qu'il n'y a pas assez de personnel. Je veux dire, moi, je m'en occupe, je fais de mon mieux. Enfin, puis après, vous allez être seule. Enfin, vous voyez, c'est important pour vous de prendre ce temps avec lui. Pendant la maladie, il se passe quelque chose entre vous. Puis bon, l'abandon, c'est toujours difficile. On a toujours l'impression de les abandonner, de ne pas faire... je veux dire, on se souvient de ce qu'il a été. C'est sûr que bon, c'est quelqu'un qui me reconnaît plus depuis longtemps, mais je me dis, il est là... Enfin, c'est un être humain, c'est pas... Ouais. Vous en avez un peu parlé au travail, non? Avec votre hiérarchie? Non, parce que là, j'avais 2 jours de repos après. Donc, je reprends que demain, mais c'est vrai que... C'est quelque chose dont on peut peut-être parler, vous voyez, qui peut être mis en débat dans le cadre du travail, parce que ça profite à tout le monde. Oui. Ça peut faire dialoguer les gens dans un service. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que
dire les choses, ne pas toujours dire c'est merveilleux. Non, ça ne l'est pas. Oui, vous voyez, sans pointer du doigt ou accuser, dans le cadre du travail, voilà, mais dire, venir mettre la situation autour de la table ou sur la table en disant je souhaiterais qu'on en parle parce que moi ça me pose question. J'aimerais que ça doit nous poser à tous une question de vie, de fonctionnement d'un service, de notre rapport à notre travail, à notre fonction, puisque c'est aussi votre compétence qui fait aussi votre choix privé. Vous voyez, c'est lié. Oui, bon, je pense que je ne serais pas infirmière, je n'arriverais pas à... Voilà. Voilà. Effectivement. Donc je trouverais intéressant pour le collectif de travail que vous vivez, parce que vous voyez, votre cas peut pas, c'est trop facile de le passer sous silence ou s'en débarrasser par un arrêt maladie. Et c'est pour ça que j'étais en colère, je vais lui dire. Oui. Ça fait du bien de dire sa colère, je suis pas, non, puis avec votre voix toute douce, on l'entend pas, votre colère, Marie-Joseph. Je parle, je veux dire, je me mets pas en colère comme ça, mais... Non, mais voyez, on l'entend même pas à l'antenne, votre colère. Non, parce que là, c'est un petit peu redescendu. Mais c'est vrai que je me dis, mais c'est pas normal que... on puisse pas s'arrêter. Il devrait revoir un petit peu le problème. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, dans le sujet de la souffrance au travail, c'est qu'on discute plus de ce qui fait le cœur du travail. Non, le fait. Vous savez, autrefois, j'entendais marche. C'était un petit peu ça. Il fallait qu'on avance. Oui, mais là, c'est important de discuter de ce qui se passe, de mettre des mots et d'en discuter ensemble sur quel est le rapport qu'on a à notre travail, à la valeur qu'il a. Vous voyez, vous êtes infirmière dans une unité de soins, vous travaillez la nuit, tout ça pose... Oui, je travaille de la nuit depuis très longtemps d'ailleurs, Oui, donc c'est bien de pouvoir et que votre même votre vie privée qui reste un sujet médical et qui est un sujet qui peut interroger des gens qui sont dans votre métier. Qui peuvent être confrontés un jour ou l'autre à cette situation, voilà. Et donc, à ce titre-là, vous voyez, vous pouvez amener le sujet, dire voilà, c'est un sujet qui peut qui moi me concerne aujourd'hui, mais qui peut concerner n'importe lequel d'entre vous demain. Et moi qui me pose question, et j'aimerais qu'on en débatte ensemble parce que j'ai du mal à le comprendre et j'aimerais vous entendre. J'aimerais que chacun s'exprime. J'ai eu du mal à être en difficulté pour une chose qui me semblait normale. Voilà, vous voyez, et qui constitue une valeur une honneur de votre métier. C'est là où vous êtes touché, c'est qu'on a touché quelque part à l'honneur que vous avez à la fois de faire votre métier et de vous occuper de votre conjoint. Vous voyez, il y a Sergio qui dit « Hormis le problème d'arrêt de travail, j'admire le geste d'amour dont vous faites preuve auprès de votre époux, chapeau. » Non, mais je veux dire, je crois que c'est naturel. Je veux dire, un conjoint... Pour vous, Marie-Joseph, mais pas pour tout le monde. Non, ça vous est naturel. Je ne veux pas croire que ce soit toujours merveilleux. C'est sûr qu'il y a des moments d'impatience. Et puis bon, il faut faire le deuil de la personne que vous avez aimée, parce que vous vous retrouvez en face d'une personne qui ne vous reconnaît plus, qui ne sait plus où il est, même dans sa propre maison. Donc c'est quelque chose, mais bon, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Je crois que ça doit être des fois on se terrifiant. dit, mais je suis dans une autre dimension, c'est pas possible. Oui. Donc, il faut aller de l'avant, il faut faire en sorte que ça soit le moins pénible pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des fois où... C'est pour ça, je me dis, je vais dire ma colère. Oui. Et indépendamment, vous voyez, même plus qu'une colère, c'est plutôt faire partager, parce qu'à la limite, c'est même pas la peine de leur parler à eux de colère, c'est venir avec le problème que ça vous pose à vous et qui doit aussi devenir le problème de gens qui font le même métier que vous et qui travaillent, voilà. Mais j'étais très étonnée parce qu'on a changé de surveillant. Oui. Il y a quelques mois, et donc la nouvelle surveillante, je lui ai dit, et on m'a dit, on me l'avait pas dit que votre mari avait un Alzheimer. Et j'ai dit, effectivement, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas un secret, mais on peut dire, cette infirmière de nuit, un mari, elle s'occupe de son mari Alzheimer. Enfin, je veux dire, j'aurais pas cru que c'était quelque chose, je pense qu'on pouvait le dire, ça va expliquer des fois. Oui, et non, c'est... je veux dire, ça a l'air comme un secret, comme...
faut pas dire. Ah oui, ça aussi, vous voyez, c'est intéressant dans le monde du travail d'apporter ce sujet-là, parce que vous êtes justement au cœur de votre métier. Vous voyez, je vous dirais pas ça si c'était un autre sujet, mais là, vous êtes dans le soin, dans les deux cas. Donc ça peut être discuté ensemble. Je sais, on faut laisser nos problèmes au vestiaire, mais il y a des choses, malheureusement, on est un tout, hein, on peut pas non plus... Oui, on est un tout. Et vous voyez, si c'est un peu tabou là dans le service, c'est bien que à eux aussi ça pose question. Oui, peut-être. Vous voyez, oui, à eux aussi ça leur pose question. Non, mais n'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas rentrer dans ma vie privée. Non, je suis d'accord avec vous. Je trouvais que c'était bon de dire cette infirmière de nuit, elle s'occupe de son. Je trouvais ça naturel de le dire, sans pour autant, ça m'aurait pas choqué. Non, et puis c'est très humain. Vous voyez, il y a un auditeur qui dit vous êtes admirablement humaine et votre indignation est légitime, surtout dans votre métier. Voilà. Et effectivement, encore une fois, c'est un sujet à partager à plusieurs. Donc, à ce titre-là, ça me paraît important et important pour vous aujourd'hui dans votre travail. Parce que, vous voyez, cette histoire-là, ça va se reproduire, enfin, quand je dis ça va se reproduire demain, il peut arriver autre chose encore à votre mari et vous aurez de nouveau besoin de prendre une journée. Et vous le savez. Oui. Et eux le savent. Alors, c'est ça dont ils ont peur très certainement, c'est que ils vous donnent un jour puis 2 jours. Le problème, il n'est pas là, il est de concevoir ce que peut être le sujet du soin et de cette maladie, vous voyez, et peut-être rassurer d'ailleurs votre hiérarchie à ce sujet-là en disant, écoutez, je tire pas sur la corde, l'idée c'est pas d'être absente tout le temps. Oui, non, mais j'ai pas. Enfin, je veux dire, depuis que la maladie, depuis qu'on a eu un diagnostic il y a 4 ans et demi. Je n'ai jamais été absente. Oui, donc, alors ça, vous pouvez le faire valoir, oui, bien sûr. Celle-là commence à nous agacer. Elle est absente tous les 4 matins. Honnêtement, je suis toujours là. Oui. Bon, c'est sûr que la nuit, on a des moments où on peut en parler. J'ai des collègues agréables. On peut, sans constamment, il faut pas non plus. Faut passer à autre chose. On n'est pas là, mais d'avoir un temps de parole et dire. Aujourd'hui, il n'était pas bien, enfin, vous voyez. Et puis après, il y a nos malades, et puis c'est eux qui sont, enfin, je veux dire, qui priment. Mais avoir un temps, puis d'être reconnu, enfin, je veux dire, c'est important. Oui, et c'est important pour vous, parce que sinon, c'est, voilà, votre, enfin, vous voyez, votre motivation au travail qui va s'en trouver atteinte. Oui. Vous voyez, et ça touche des choses beaucoup plus importantes qu'on ne le croit, là, la situation. Parce que dire, mais qu'est-ce qu'on est, en fait, on se pose des questions. On est, pourquoi on fait ce métier, quelle valeur ça a. Voilà. Est-ce qu'ils nous reconnaissent? Bien sûr. On est quoi? On est quoi? Des pions. Oui, c'est ça. Oui, et je pense que vous ferez du bien au collectif de travail en apportant ces questions-là. Oui, non, mais je dois avoir ma surveillante parce que vous savez, une fois par an, on a une réunion comme ça. Faites un point. Pour nos projets, ce qu'on peut faire. Oui, c'est l'entretien annuel d'évaluation, le fameux. Oui. Donc, il a lieu le 17, mais je pense que ça me vous avez raison, je vais en parler, je vais dire. Oui, les questions que ça vous pose, vous voyez, en termes de valeur du métier, et de confronter ça à la vision qu'elle en a, elle. Oui. Vous voyez, donc, comme une discussion, pas la piéger, mais dire voilà, moi j'ai vécu ça et j'ai envie de comprendre et je voudrais qu'on partage ensemble là-dessus et avec d'autres gens éventuellement du service. Et ça, honnêtement, ça peut faire progresser, libérer la parole de tout le monde sur ce sujet-là. Oui. Et créer du coup de la bienveillance au travail, et Dieu sait qu'il y en a besoin aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Merci Marie-Joseph pour votre témoignage. Il y a Cathy qui vous souhaite bon courage parce qu'elle connaît aussi de près votre problème avec sa maman. Voilà, donc, les gens qui le vivent savent combien c'est difficile. Bon courage Marie-Joseph, merci de votre appel. Merci Caroline. Et bon courage à votre travail. Sophie. Oui, c'est pas grave, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Monique. Oui, bonsoir Sophie. Voilà, je vous appelle parce que vous avez parlé tout à fait au début de la fragilité, enfin de montrer sa fragilité. Je suis un peu d'accord avec vous. Et
et pas d'accord. Oui. Mais justement, c'est intéressant. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on peut montrer sa fragilité, mais il y a des moments où il ne faut pas le montrer, justement. Il ne faut pas la montrer, sa fragilité. Enfin, ça dépend à qui. Moi, je dis souvent ça. Ça dépend à qui on la montre. Oui, mais je veux dire, par exemple, tout à l'heure, il y avait Cathy. Bon, elle était dans la solitude. Oui. Son fils de 22 ans, mais c'est vrai. Sans plus, elle a dit qu'elle avait un problème de genou, qu'elle ne peut pas marcher longtemps. Mais aussi, son fils, il a 22 ans, donc il a besoin de liberté. Oui. Et il ne faut pas... on fait un enfant, c'est pas pour qu'il puisse subir les malheurs que les parents ont. Oui. Voilà, parce que la souffrance, moi j'en connais malheureusement. Je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Et je travaille, je fais un travail quand même très dur, en plus, mais je ne montre pas ma fragilité dans mon travail déjà, mais elle se voit quand même puisque je boite. Oui, mais vous voyez, Monique, quand je parlais de fragilité tout à l'heure, je pensais pas forcément à un handicap. Vous voyez, vous êtes auxiliaire de vie, c'est ça, Monique ? Garde malade. Et je suis persuadée que votre fragilité, comme vous l'appelez, ou handicap, ou difficulté, mais il y a aussi chez vous, sans doute, ce qui doit toucher les malades, une humanité qui est développée par le fait que vous connaissez vos fragilités. C'est pas les montrer, ce que je disais tout à l'heure. C'est l'idée de, quand on les connaît et qu'on les a touchés, on comprend mieux celles des autres. Et du coup, on est plus en lien. Mais ça ne veut pas dire qu'on en parle et qu'on les étale sur la place publique, vous voyez. Et je suis d'accord avec vous quand vous parlez notamment surtout bien sûr des enfants, et vous aussi, j'imagine, auprès des malades, vous avez besoin de toute votre force pour leur apporter. Mais ce qu'ils sentent dans force et faiblesse, c'est lié, vous voyez, c'est une forme d'équilibre. Et que quand vous leur apportez votre force, ce qu'ils sentent, c'est que vous savez, dans votre force, comprendre et toucher leur fragilité. C'est ça que sentent les gens. Oui. Vous voyez ? Moi, j'ai eu ma maladie à l'âge de 36 ans. Donc j'ai toujours fait ce travail. Oui. Et j'ai toujours mis le meilleur de moi-même. Oui, parce que j'ai dit qu'on ne travaille pas avec des machines, on travaille avec des êtres humains. Bien sûr. Et donc, il faut toujours être attentif à la personne, le respect aussi dans ce travail-là. Parce que c'est vrai que moi, je me suis occupée aussi des malades Alzheimer, parkinsonien. Le parkinsonien, c'est pas pareil parce qu'il se rend compte, il a toute sa tête. Mais moi, j'ai respecté de toute façon tous mes malades parce que j'estime dans leur intégrité, même s'ils sont plus là, ils sont absents, certains, il faut respecter leur intégrité. Parce qu'il reste, malgré tout, il reste un être humain, que ce soit une femme, elle reste une femme, et que c'est un homme, restera un homme. Bien sûr. Et donc, moi, c'est pas ma maladie qui m'a aidé, si vous voulez, à comprendre mes malades. Parce qu'au départ, j'étais auxiliaire de périculture dans mon plus jeune âge. Et c'est vrai que j'ai le contact assez facile avec les gens comme ça, c'est-à-dire je suis quelqu'un de très chaleureux, voilà. Oui, mais parce que sans doute vous avez dû accepter et faire avec ce que la vie vous a apporté. Et quand vous parliez de Cathy tout à l'heure, dans ses souffrances et sa solitude, vous voyez, vous l'entendez, vous avez de l'empathie, vous le comprenez, parce que vous avez sans doute dû le vivre vous aussi et faire avec. Oui, voyez, moi je fais... Bon, non, évidemment, parce que ma maladie, je vous dis sincèrement, je ne l'ai jamais acceptée. D'ailleurs, le professeur qui me suivait, et un autre aussi, il me dit quel courage, il me déconseillait de faire ce travail parce que ça aggrave ma maladie. Oui. Et il me disait quel courage. Jusqu'à maintenant, mon rhumatologue, pareil, il me dit arrêtez. Je n'arrête jamais. Il me donne arrêt de travail sur arrêt de travail que je ne prends pas. Je suis comme la dame infirmière. Je n'ai jamais manqué. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est... Et puis, vous savez, quand on est fragile, par exemple, il faut
c'est vrai que moi, ça m'arrive parce que quand j'ai des poussées très importantes et que dans la rue, des fois, je marche comme une personne de 90 ans, j'ai une révolte en moi qui monte, c'est vrai. Parce que je suis quelqu'un de très dynamique, j'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Donc, ça me révolte, je me révolte. Et je vous dis sincèrement, je me mets comme ça et je pleure parce que la douleur elle est tellement intense. Je voudrais courir, je voudrais faire tant de choses, mais je sens qu'il y a cet handicap qui me gêne. Et mais devant mes malades, devant certaines personnes, je ne le montre pas. Oui, mais vous voyez, c'est très intéressant votre témoignage, Monique, et je vous remercie vraiment de nous appeler pour ça, parce que ce que vous êtes en train d'expliquer là à moi et aux auditeurs, c'est que vous savez reconnaître en vous votre propre fragilité. Comme vous dites, vous vous cachez pour pleurer, crier, hurler, aller mal. Et ce moment que vous avez entre vous et vous, c'est ça qui vous donne après de la force dans la relation à l'autre. Parce que la fragilité que vous avez reconnue en vous, voyez la souffrance, cette difficulté de vivre, et ben du coup vous êtes capable de l'entendre et de la reconnaître chez l'autre. Et c'est ça qui crée du lien. Voyez, alors peut-être on joue un peu peut-être sur les mots mais j'entends bien ce que vous dites et c'est très très beau votre témoignage parce que vous expliquez très très bien que finalement c'est par cet accès que vous avez à vos difficultés à vous, mais vous avez raison, vous en faites pas étalage, voyez, et c'est ça qui vous aide après à tendre la main vers les autres dans votre métier. Je suis tout à fait certaine de ça. Alors peut-être vous n'en avez pas tout à fait conscience, mais c'est sans doute comme ça que ça marche. Merci en tout cas Monique de nous avoir appelés. Très belle nuit à vous, bon courage à vous et merci d'avoir partagé avec vous ces fragilités et cette jolie fin d'émission. On se retrouve demain, 39-21. Au revoir Monique.